Bonjour, cette capsule s'intitule Limite des représentations et apport des outils technologiques. Donc, ce qu'on va voir en fait, c'est on va reprendre les calculs de probabilité qu'on a vus dans la dernière capsule vidéo, puis on va voir que ça va devenir vraiment très utile parce que dans des cas plus complexes, comme celui qu'on va voir, qui est le problème des anniversaires, les représentations vont être limitées, puis on va voir ce que les outils technologiques nous permettent afin d'aller plus loin. Donc, vous avez vu précédemment, vous avez fait des explorations de calcul de probabilité sur Desmos. Vous avez lu aussi un court texte que j'ai écrit en 2015. Donc, je vais revenir sur certains éléments à ce sujet-là pour la lecture. L'objectif est en lien avec l'objectif du cours d'appuyer les connaissances probabilistes sur l'utilisation de différents outils et ressources. Donc, dans ce cas-ci, davantage l'ordinateur, la calculatrice, toujours dans l'idée d'exercer un jugement critique. Donc, ça se veut une capsule festive, donc c'est le problème des anniversaires. Et comme situation de départ, comme amorce du problème, en fait, il y a cet article de presse-là que j'avais trouvé il y a quelques années où c'était assez incroyable, où il y avait le papa, la maman et le bébé qui sont tous nés le même jour de l'année. Donc, ils fêtent leur anniversaire le même jour. Donc, on peut se servir de ça comme amorce du problème, mais se poser comme question, mais c'est quoi la probabilité, en fait, d'avoir trois personnes qui ont la même date d'anniversaire, ou on peut se demander dans une classe. Donc, dans une classe du secondaire, avec environ 32 élèves, quelle serait la probabilité d'avoir au moins deux personnes qui ont la même date d'anniversaire? Donc, c'est la question sur laquelle on va se pencher dans cette capsule. Donc, quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes d'un groupe de 32 élèves fêtent leur anniversaire à la même date? Donc, je vous demande ici, dans l'approche subjective, d'y aller avec votre intuition, puis de me dire cette probabilité-là, est-ce que vous pensez qu'elle est entre 0 et 20%, entre 20 et 40%, entre 40 et 60%, 60 et 80%, ou entre 80 et 100%. Donc, vous allez voir que c'est assez contre-intuitif. Les gens ont tendance, j'ai hâte de voir vos réponses, mais les gens ont tendance à croire que c'est pas si élevé que ça, alors qu'on va voir que c'est plutôt 75%. Donc, avant d'y arriver, justement, on va commencer vous allez voir, je vais faire ça quelques fois. Je vais me ramener à une situation plus simple. Parce que pour répondre à cette question-là, qui est assez complexe, on va d'abord essayer de comprendre quelque chose de plus simple. Donc, on va aller dans l'approche théorique. Et pour faire par le calcul. Et je vais vous demander d'abord, ce serait quoi la probabilité qu'une personne ait la même date de fête que vous? Donc, si vous vous promenez dans la rue, vous croisez une personne, c'est quoi la probabilité? Vous avez votre date de fête. C'est quoi la probabilité qu'elle ait la même date de fête? Donc, si on va supposer que toutes les dates sont équiprobables, ce qui est plus ou moins vrai, parce que statistiquement, il y a certaines dates où les anniversaires sont un peu plus fréquents que d'autres, puis des périodes de l'année même. Puis, on va supposer aussi qu'on est dans un cas où il n'y a pas d'anniversaire aux années bissextiles, donc il n'y a pas de 29 février, donc il y a vraiment 365 jours par année. Donc on va partir avec ces conditions-là. Donc, chaque date de fête aurait une probabilité de 1 sur 365. Donc, à ce moment-là, par complémentarité, on a parlé du complément précédemment, donc, la probabilité qu'une personne n'ait pas la même date que nous, ben, ça va être 1 moins la probabilité que la personne ait la même date. Donc, la probabilité d'avoir la même date, c'est 1 sur 365. Donc, le complémentaire, c'est 1 moins 1 sur 365. Ben, 1, en fait, c'est tous les cas possibles. Donc, c'est 365 sur 365. Et on enlève un cas. Et donc, ce qui nous reste, c'est 364 dates disponibles, en fait, sur 365. Donc, ici, la probabilité qu'une personne... Ça répond, en fait, à la probabilité de ne pas avoir la même date. Donc, ça, c'est intéressant parce que nous, on va pouvoir s'en servir du complément. Ici, on sait que la probabilité d'avoir la même date, son complémentaire de ne pas avoir la même date, puis ça va être utile pour revenir au problème. Donc, si on revient au problème, c'est quoi la probabilité d'avoir au moins deux personnes d'un groupe de 32 élèves? Je reviens avec l'idée de complément, mais si je ne voulais pas utiliser le complément, là, je vais vous montrer à quel point ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, si je ne veux pas utiliser le complément, puis je veux savoir, bon, deux personnes d'un groupe qui fêtent leur anniversaire à la même date, je sais que dans le groupe, il y a Kelly, il y a Pascal, il y a Rosalie, il y a d'autres élèves aussi. Ben, pour Kelly, la probabilité que Pascal ait la même date d'anniversaire, on l'a dit, ce serait 1 sur 365. Mais c'est aussi la même probabilité que Rosalie aussi ait la même date d'anniversaire. Donc, dans un groupe à 32 personnes, la première personne, elle pourrait faire 31 paires. Là. Elle pourrait avoir la même date d'anniversaire que
Donc, Kelly peut avoir la même date d'anniversaire que Pascal, elle peut avoir la même date d'anniversaire que Rosalie, elle peut avoir la même date d'anniversaire que n'importe quel autre. Donc, et après ça, ben, la deuxième personne, si on l'a fait pour Kelly, Pascal, elle, de son côté, elle peut faire aussi 30 autres paires. Donc, on a déjà considéré la paire qu'elle peut faire Pascal avec Kelly, mais Pascal peut en faire une paire, donc avoir la même date d'anniversaire que Rosalie. Elle peut avoir la même date d'anniversaire que les autres personnes de la classe, etc. Donc là, ici, on voit là, que pour chaque personne, il y a vraiment beaucoup de paires à considérer, mais ça, il n'y a pas juste des paires, c'est sans compter les trios. Il pourrait y avoir 3 personnes qui ont la même date. Les quatuors, 4 personnes qui ont la même date, jusqu'au cas très, très, très peu probable qu'il pourrait même y avoir 32 élèves, les 32 ont la même date d'anniversaire. Donc, si on voulait savoir la probabilité qu'au moins 2 personnes, bien, il faut considérer les cas où il y a exactement 2 personnes, donc les paires. Il faut considérer les trios, les quatuors, et jusqu'à les 32 ont la même date. Et là, ça ferait beaucoup trop de cas à considérer. Donc, si une autre limite aussi qui fait que c'est compliqué, on pourrait dire, oui, OK, bien, on pourrait s'aider d'une représentation visuelle. Le tableau à double entrée, ben, il est à double entrée, donc normalement, c'est pour des expériences aléatoires à 2 étapes. Donc, si je veux lancer 2 dés ou si je lance un dé et une pièce de monnaie, je peux dire que dans une colonne, ligne et colonne, je vais utiliser chacune de mes 2 étapes de mon expérience aléatoire. Mais ici, je vais avoir 32 personnes. Donc, c'est comme, je prends une date d'anniversaire pour la première personne, puis après ça, la deuxième, puis la troisième, et jusqu'à 32. Donc, j'ai 32 étapes. Donc, je ne peux pas utiliser le tableau à double entrée. L'arbre, je pourrais l'utiliser, mais il deviendrait, pensez-y, il serait tellement complexe. J'aurais la première personne avec toutes ces 365 choix de dates. Après ça, pour chacune de ces branches-là, se séparerait pour toutes les dates possibles pour la deuxième personne, etc., jusqu'à 32 personnes. Donc, si on est vraiment limité, donc le tableau à double entrée et l'arbre, autant l'arbre des possibilités que l'arbre des probabilités, ne nous aident pas vraiment. Donc, c'est là que le calcul des probabilités devient vraiment aidant. Et là, c'est beaucoup plus simple de calculer le complément. Pourquoi? Parce qu'on avait vu précédemment que le fait qu'il y ait au moins, donc la probabilité qu'au moins 2 personnes. Donc, il pourrait y avoir 2 personnes du groupe qui fêtent l'anniversaire à la même date, mais il pourrait en avoir aussi 3 personnes qui fêtent à la même date, ou 4, ou 5, etc. Donc, au moins 2. Au lieu de considérer tous ces cas-là, on pourrait dire que la probabilité d'avoir au moins 2 mêmes dates, c'est 1 moins la probabilité d'avoir 32 dates différentes. On a vu tantôt que on peut calculer la probabilité de ne pas avoir la même date, justement, d'avoir des dates différentes. Donc, si on réussit à trouver cet événement complémentaire-là, les 32 dates différentes, ben ça va être mon événement complémentaire. Je vais pouvoir faire 1 moins cet événement-là. Ça va me donner la probabilité d'avoir au moins 2 dates, deux mêmes dates d'anniversaire. Donc, avant d'y aller avec 32 élèves, on va commencer plus simple d'abord avec 3 dates différentes. Donc, si on a la première personne, ben, quelle est la probabilité, on veut avoir la probabilité d'avoir 3 dates différentes. Donc, la probabilité que la première personne ait une date, la deuxième soit une date différente et la troisième soit différente des 2 premières aussi. Donc, si la première, elle a 365 choix sur 365. Donc, elle peut choisir n'importe quelle date. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne choisit pas notre date d'anniversaire, mais vous comprenez, les 365 ici sont favorables, en fait, pour avoir une date différente. Mais la deuxième, ici, il reste plus 365 cas favorables, il en reste 364. Parce que la première a une date d'anniversaire. Donc, la deuxième, pour avoir des dates différentes, il reste 364 dates disponibles. La troisième, il en reste une de moins, 363 dates disponibles sur les 365. Si je multiplie ces 3 fractions-là, ça va me donner 99%. Donc, ici, la probabilité d'avoir 4 dates différentes, ouais, c'est environ 99%, pardon. La probabilité d'avoir 4 dates différentes, ben, il faut que j'aille ici, c'est le même principe, mais je continue une autre personne de plus. Donc, et là, ici, je multiplie, je vous rappelle qu'on a vu que je veux avoir une première date et une deuxième date qui soit différente et une troisième date qui soit différente des 2 premières et une quatrième date qui soit différente des 3 premières. Donc, quand j'ai un « et » comme ça, je vais multiplier, c'est la règle de multiplication, donc je vais multiplier mes probabilités. Et là, ici, si je prends mes 3 premières dates différentes que j'avais trouvées, le 99%, fois la nouvelle
probabilité que la quatrième date soit différente elle aussi, là, en sachant qu'il y en a 3 qui ont été prises, donc il en reste 362. Je multiplie, ça me donnerait environ 98%. Ben, qu'est-ce que je peux remarquer ici, c'est qu'il y a des élèves qui vont dire « Ah, ça ne fonctionne pas ça. Je multiplie, ça devrait donner plus grand. » Il y a des élèves qui ont la conception que multiplier, ça grossit. Attention, oui, quand on multiplie 3 par 4, le produit est plus élevé que chacun des nombres de départ, mais quand on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, donc dans ce cas-là, ici, je multiplie par une fraction qui est plus petite que 1, ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça diminue, en fait. Quand je prends un nombre fois une demi, disons 4 fois une demi, ça revient à prendre la moitié de 4. Je prends la demi de 4, donc ça va réduire le nombre. Donc ici, il y a une conception qui vient souvent du primaire, que multiplier, ça grossit. Ce qui est vrai tant qu'on reste dans les nombres naturels, mais ça ne fonctionne pas après. Donc maintenant qu'on a trouvé ça, pour les 3 dates différentes, 4 dates différentes, on veut maintenant le faire pour 32 élèves. Donc il faudrait faire le même principe. On continue jusqu'à temps qu'on arrive à la 32e date différente. Cette personne-là, en fait, il y a 31 dates qui ont été prises. S'il y a 31 des 365 dates qui ont été prises, il en reste maintenant 334 qui permettent d'avoir une date différente. Et là, si je multiplie à chaque fois, on a dit multiplier à chaque fois par des nombres plus petits que 1, ça diminue, et ça diminue de plus en plus rapidement, en fait, parce que c'est... donc, juste ce nombre-là, ici, je multiplie par un nombre, ce nombre-là, c'est environ 92%. Donc, je multiplie chacun des nombres qui sont de plus en plus petits. Donc, ça me donnerait un produit ici de 25%. Donc, ça, c'est quoi 25% si on veut l'interpréter? C'est la probabilité d'avoir 32 dates différentes. Donc, dans la classe, les 32 dates sont différentes. Donc, le contraire d'avoir 32 dates différentes, c'est qu'il y a des dates qui se recoupent. Il y a des dates qui sont les mêmes. Donc, ça, c'est l'événement complémentaire. Donc, je reviens à ma question de départ que je vais répondre, qui est en gras. Donc, la probabilité d'avoir au moins 2 personnes d'un groupe qui fêtent leur anniversaire à la même date, ben, c'est l'événement complémentaire. Donc, 1 moins ce que j'ai trouvé, là, 25%, là, les 32 dates différentes, ce qui va me donner 75% environ. Donc, 75% du temps, dans un groupe de 32 élèves, il y a au moins 2 personnes qui fêtent leur anniversaire à la même date. C'est assez surprenant. Donc, si on regarde un tableau ici, justement, des résultats qui évolue selon le nombre de personnes, donc plus le nombre de personnes est grand, évidemment, ben, plus la probabilité d'avoir au moins 2 dates qui sont les mêmes, ben, cette probabilité-là est de plus en plus élevée. Et c'est presque certain, finalement, avec un groupe de 55 personnes, d'avoir au moins 2 personnes qui ont la même date de fête. Donc, on voit ici qu'à 32, 75%. Donc, 75%. Donc, ce que ça veut dire, c'est que théoriquement, si vous enseignez à 4 groupes de mathématiques au secondaire, disons, ben, normalement, sur les 4 groupes, on peut dire qu'il y a 3 des 4 groupes qui vont, il y a 75%, donc 3 fois sur 4, en théorie, 3 groupes sur 4 qui devraient avoir au moins 2 dates d'anniversaire qui sont les mêmes dans le groupe. Donc là, ici, ça, c'est de façon théorique. On peut se demander, est-ce que de façon fréquentielle, on peut simuler l'expérience plusieurs fois aussi pour vérifier si on trouve ça contre-intuitif? Est-ce qu'on peut faire calculer aussi efficacement? Parce que là, on a utilisé pour faire les calculs ici, ben, on peut prendre la calculatrice, mais est-ce qu'on peut faire aussi calculer efficacement? Bon, c'est ça. Fait que là, j'y reviens. Juste avant, je vous pose une question, juste pour être sûr que vous avez bien interprété ici. Donc, à partir de combien de personnes, il serait plus probable qu'il y ait au moins 2 personnes qui fêtent leur anniversaire à la même date que le contraire, finalement, qu'il n'y ait pas 2 personnes? Donc, si c'est à partir de 23 personnes, donc on voit qu'il y a au moins plus de 50%. Donc, ça va arriver plus souvent à partir de 23 personnes. Là, ça arrive plus souvent qu'il y ait au moins 2 personnes qui fêtent leur anniversaire à la même date. Moins que ça, ben, c'est pas impossible, mais on va être en bas de 50%. Donc, si je reviens à ma question ici que j'avais posée, donc, est-ce qu'on peut simuler l'expérience plusieurs fois? Ben, on pourrait utiliser des roulettes d'anniversaire, ça existe, des roulettes d'anniversaire comme ça. On pourrait le faire avec des outils aussi en ligne, là, ici, Random Name Picker, on peut faire des roulettes comme ça aussi, là, avec mettre ce qu'on veut sur nos secteurs. On peut utiliser Excel aussi. Donc, Excel,
il va nous permettre de simuler, puis là, je pourrais le faire simuler, choisir des nombres aléatoires de 1 à 365, puis vérifier. Donc, il y aurait différents moyens. Si vous êtes intéressé, j'en ai déjà fait des fichiers Excel là, pour le problème d'anniversaire. Puis, on peut l'utiliser pour le calculer aussi. Pour éviter, je reviens en arrière, pour éviter de faire ce genre de calcul-là, ici, à la calculatrice, qui est assez long. Il faut multiplier des fractions sur 365, là, 32 fois qu'on multiplie. Bien, pour éviter ça, on pourrait dire qu'on utilise Excel, qui lui fait pas d'erreur dans le calcul. Il n'y aura pas d'erreur. Puis c'est beaucoup plus efficace, en fait. Il y aurait aussi une autre possibilité qui serait de le programmer. Donc, on peut utiliser la programmation. Puis, dans votre lecture, après cette capsule, vous serez invité à lire le chapitre 11 du livre qui se veut une initiation, en fait, à la programmation en lien avec programmer un simulateur pour faire des probabilités. Donc là, ça m'ouvre la porte, là, en fait, avec les outils technologiques. On a parlé là, des limites de représentation. Ce problème-là des anniversaires, on ne peut pas vraiment le faire avec le tableau à double entrée puis l'arbre. Donc, le calcul des probabilités vient répondre à cette limite-là des représentations. Puis maintenant, ben, il y a des apports des outils technologiques. Quels sont-ils? Fait que là, on peut se demander ici, ben, je soutiens l'importance là, de, quand on parle d'outils technologiques, de rester vraiment avoir un jugement critique, puis de se ramener à c'est quoi l'intention. C'est vraiment important, quelle est l'intention, pourquoi je veux utiliser l'outil technologique. Donc, j'avais vu cette image-là sur les réseaux sociaux il y a quelques années. La technologie, elle ne va pas remplacer les enseignants. Donc, parce que là, il y a des enseignants qui disent oui, maintenant la technologie va nous remplacer avec l'intelligence artificielle, blablabla. Moi, je pense que si vous pensez qu'un robot, une technologie, une intelligence artificielle peut remplacer l'enseignant, c'est que vous avez une vision assez étroite de ce qu'est l'enseignement. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très complexe. Non seulement il faut être capable, oui, de connaître la matière à enseigner, mais il faut être capable de bien cerner, en fait, les difficultés des élèves, analyser leurs erreurs, être capable d'intervenir, tout le côté aussi socio-affectif avec les élèves, les accompagner, les motiver, les encourager, l'évaluation, tout ça, d'une tâche des tâches complexes. Donc, pour l'instant, en tout cas, on n'en est vraiment pas là pour la technologie. Donc, je ne crois pas que la technologie va remplacer les enseignants, mais il y avait l'idée que les enseignants qui utilisent la technologie vont probablement remplacer ceux qui ne le font pas. Bon, ça reste à voir. Je ne sais pas si ça va les remplacer, mais je crois que les enseignants qui utilisent la technologie, ben, il va avoir quelque chose de quand même une valeur ajoutée à utiliser ça dans l'enseignement. Donc, on peut se demander ici, ben, qu'est-ce que les outils technologiques devraient remplacer? Donc, je vous pose la question. Et à mon point de vue, ben, les outils technologiques devraient remplacer tout ce qui est automatisme. Là. Donc, tout le genre de calcul ici, là, on ne veut plus avoir à faire ça à la main, là, puis calculer, faire les calculs de multiplication, puis de division, puis ça serait beaucoup trop pénible de faire ça à la main. On accepte que la calculatrice nous permette de faire ça rapidement. Donc, il y a aussi, donc ça c'est, PA parle du pouvoir d'amplification, donc qui est l'idée de faire plus rapidement. Donc, c'est l'idée, on amplifie, donc on fait plus rapidement. Donc, le même calcul que je ferais à la mitaine, là, qui serait beaucoup plus long, ben là, je peux en faire beaucoup plus rapidement. Et il va distinguer ça du pouvoir de réorganisation. Donc, le pouvoir d'amplification fait plus rapidement. Le pouvoir de réorganisation, il va faire différemment, il va faire autrement. Donc, la technologie nous permet aussi d'ouvrir des nouvelles possibilités. Et ça, c'est assez intéressant selon moi. Puis, on va en voir des exemples aussi on va voir 3 modèles, en fait, qui modélisent un peu ce qu'on peut faire avec les outils technologiques. Donc, regardons d'abord un premier modèle, le modèle SAMR, qui circule quand même pas mal les dernières années dans les milieux scolaires. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie les usages, les différents niveaux d'usage de la technologie. Donc, SAMR pour substitution, augmentation, modification et redéfinition. Dans les 2 premiers niveaux, où on prend pour acquis en fait que c'est de l'amélioration, ben, le premier, c'est la substitution.
Donc, la technologie va faire que répliquer, il n'y a aucun changement fonctionnel. Donc, si par exemple, l'élève avait son exercice de mathématiques à faire dans son cahier avant, puis que là maintenant il l'a sur son téléphone, puis il fait juste faire afficher son problème de mathématiques, puis continuer à répondre dans son cahier Canada, ben, la technologie fait juste répliquer. Bon, on pourrait dire qu'il n'y a aucun changement fonctionnel. Il y a peut-être un avantage logistique de plutôt que de traîner de livres de mathématiques, c'est déjà dans le téléphone, mais il n'y a pas de... On substitue ici. L'augmentation, c'est que la technologie va agir comme substitution directe d'outils, mais avec une amélioration fonctionnelle. Donc, si le même exercice de maths, cette fois-ci, ben, on peut répondre avec le téléphone et qu'on a une rétroaction tout de suite, si c'est la bonne solution ou non, avec des explications peut-être, ben là, à ce moment-là, il y a une augmentation. Ça va plus loin que de la substitution. Pour les deux niveaux suivants, on est en train de transformer la tâche. Fait que si on est en train d'améliorer la tâche, tandis que les deux autres, on va la transformer la tâche pour faire autre chose. Donc, la modification, la technologie permet une reconfiguration significative de la tâche. Donc, si par exemple, je reprends les exemples du simulateur, si au lieu de réaliser des essais, un à la fois, puis que là, on est limité dans ce qu'on peut faire, ben là, on a un simulateur qui nous permet de faire 10 000 essais, puis de faire autre chose après, ben on va reconfigurer significativement la tâche. Puis, redéfinition, vraiment, on va encore plus loin. La technologie permet la création de nouvelles tâches qui étaient auparavant inconcevables. Souvent, l'exemple qu'on peut trouver par rapport en mathématiques, en probabilité, par exemple, c'est la programmation. Donc, justement, le fait de, oui, on peut utiliser un simulateur ici, puis ça va modifier la tâche, mais si on est appelé à, dans un cas où on n'a pas une situation, on n'a pas un simulateur qui existe pour la situation, puis on doit concevoir un simulateur, ben, juste le fait de concevoir le simulateur, ça nous amène vraiment dans une nouvelle tâche qui est inconcevable s'il n'y avait pas la technologie. Donc là, je vous demande ici, quand on est dans les niveaux de modification et de définition du modèle SAMR, ce serait quel pouvoir là, qui serait plus naturellement mobilisé selon ce que j'ai vu tantôt avec PA? Donc, ce serait ici le pouvoir de réorganisation parce qu'on est en train de faire autre chose autrement, différemment. Tandis qu'ici, on est plus dans des pouvoirs d'amplification. Si on regarde un autre modèle, il y a le modèle du TPACK qui vient décrire aussi l'utilisation des technologies. Lui, le modèle TPACK, il est centré sur les connaissances. Donc, il a été d'abord initialement proposé par Kohler et Mishra en 2009, puis a été traduit en français. Ça, c'est la version traduite en français. Donc, on est sur les connaissances. Donc, c'est l'idée qu'une personne peut avoir des connaissances qui peuvent être d'ordre technologique, pédagogique ou du contenu. Donc, la personne qui aurait seulement, disons, des connaissances technologiques, on peut penser que c'est un informaticien, par exemple, qui a des connaissances technologiques. Il y a une personne qui peut avoir que des connaissances pédagogiques, donc c'est un pédagogue qui connaît tout des théories de l'apprentissage, par exemple. Puis on aurait expert du contenu, donc on pourrait penser, mais disons, un mathématicien ici qui aurait les connaissances mathématiques. Mais on pourrait se demander, est-ce que ça va être des bons enseignants, ça? L'informaticien, le pédagogue en tant que tel, puis le mathématicien, est-ce que ça va être des bons enseignants de mathématiques? Bien, on pourrait dire que c'est pas suffisant d'avoir seulement des connaissances technologiques ou pédagogiques ou contenu. Donc, il y aurait donc, c'est vraiment l'idée de... on doit être ici... L'idée du modèle, c'est qu'on doit être ici au cœur, au centre. Donc, l'enseignant, en fait, pour être compétent, doit avoir à la fois des compétences technologiques, pédagogiques et de contenu. Donc, ce qui est appelé par le modèle les connaissances technopédagogiques axées sur le contenu. Donc, dans votre pratique, en fait, vous allez développer ces connaissances-là, technologiques, pédagogiques et de contenu, qui devraient vous amener à être un enseignant plus complet, disons. Un petit conseil que j'aurais à vous donner aussi en lien avec la techno, c'est d'accepter de prendre des risques. Donc, j'aime bien cette image ici où on a votre zone de confort, puis quand on sort de la zone de confort, la magie se produit. Quand on accepte de sortir du cadre, il se passe des belles choses aussi. Puis un troisième modèle, qui est le modèle de progression dans les usages de Pottier. Donc, c'est l'idée que quand on commence avec la technologie, là, on s'approprie les usages là, à différents niveaux. Donc, on commence, on découvre. Et là, on s'informe, puis on se divertit, on commence à s'approprier puis se divertir. On communique, on crée, on diffuse, puis on innove. Donc, ici, là, ça se fait dans le temps.
Puis on passe de l'adoption où au début on est passif, on écoute, puis on regarde, puis on fait tranquillement, on devient actif, on gagne en autonomie en l'utilisant, puis on se l'approprie, on devient même acteur, puis on participe en redonnant à la communauté. D'abord, on consomme ce qui a été fait par les autres, puis après on innove, puis on peut participer. Donc ça nous amène à partir de l'espace privé au début où on est tout seul de notre côté, à partager de plus en plus à la communauté, puis rejoindre l'espace public. Donc, c'est ce que suggère Potier. Donc, ici, avec les 3 modèles, on aura vu, dans le fond, les différents niveaux d'usage en technologie, comment on peut utiliser les technologies, comment les connaissances sont complémentaires, en fait, pour l'enseignement, connaissances technologiques, pédagogiques et de contenu, puis comment, avec le temps, dans le fond, on s'approprie les usages technologiques. Donc, je vais terminer en vous parlant du simulateur d'expérience aléatoire. C'est vraiment pas la première fois que je vous en parle. Je voulais juste insister sur certains points. Donc, je pense que c'est intéressant, oui, de l'utiliser devant les élèves, mais aussi de les amener à l'utiliser. Le simulateur ne devrait pas être juste un outil d'enseignement, mais un outil d'apprentissage aussi pour les élèves. Quand on l'utilise, on ne veut pas seulement faire jouer les élèves. Donc, la mise en place des activités puis les retours sont primordiaux. Donc, il faut choisir des bonnes activités, des bonnes situations, puis faire des retours aussi pour favoriser les apprentissages. Ce qui est important aussi, c'est la façon de gérer les activités. Donc ça, le simulateur, il n'enseigne pas à votre place. Donc c'est justement toute la mise en place, les retours qui sont importants puis qui font de vous un enseignant qui ne peut pas être remplacé par une machine. Puis j'ai justement donné plusieurs conseils, plusieurs idées dans le court texte que vous avez lu. Notamment aussi avec les étapes d'une activité avec l'approche fréquentielle, puis des éléments à considérer. Si vous voulez aller plus loin aussi, pour voir en technologie, pour enseigner les probabilités, j'ai conçu avec des collègues un top 10 des outils technologiques pour enseigner les probabilités. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Et je rappelle aussi, note importante, que le recours à des outils technologiques ne devrait pas remplacer le recours au matériel de manipulation. Donc, on peut être tenté en disant « Ouais, OK, ça va plus vite, donc je n'utiliserai plus les dés, là, je vais utiliser directement le simulateur. » Ça ne devrait pas remplacer le recours à du matériel de manipulation qui a tout à fait sa place encore. Ce sont des outils qui sont complémentaires. Donc, je vous invite à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Donc, on a pu montrer que dans une situation complexe, le nombre de possibilités est tellement grand. Là, donc, dans le problème des anniversaires, là, on avait une limite de l'arbre des possibilités, limite de l'arbre des probabilités aussi et du tableau à double entrée. Donc, le calcul devient nécessaire, puis le complément peut s'avérer utile. Dès qu'on voit le au moins, là, souvent, au lieu de considérer tous les cas qui correspondent au au moins, on peut aller le complémentaire, des fois, où on a juste un cas qui est... Après ça, on va faire son opposé. On a pu remarquer le caractère contre-intuitif du problème des anniversaires. Donc, quand même, 75% des groupes de 32 élèves qui ont au moins 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire. C'est assez contre-intuitif. On a utilisé des moyens plus efficaces pour simuler la situation aléatoire puis en faire des calculs. En fait, on en a parlé, on ne les a pas utilisés, mais on a parlé qu'on peut en utiliser. Je vous ai rappelé aussi que c'est l'intention pédagogique et didactique qui importe davantage puis qui devrait guider les choix, les actions et les interventions. Puis je vous ai parlé de 3 modèles auxquels on a pu un peu réfléchir à des usages possibles, notamment aussi le simulateur aussi à la fin. Donc ces 3 modèles-là viennent décrire là, ce qu'on peut faire avec des outils technologiques. Donc vous pourrez continuer à développer votre réflexion justement dans le chapitre 11 du livre en lien avec une initiation avec la programmation par Scratch pour programmer un simulateur en probabilité.